installe-toi confortablement et n'oublie pas tes pop-corn car ton fauteuil va bouger comme au cinéma. La famille, regardez cet homme. Lui, c'est un général français. Celui qui était à la manœuvre en 2011, qui avait donné l'ordre de bombarder la résidence de Laurent Gbagbo, qui avait conduit à ces images. Ça. Ces images qui ont choqué le monde, ou du moins a choqué tout Africain conscient. Parce que le message derrière ces images, pour les Occidentaux ou pour les impérialistes, c'était de passer un message aux autres dirigeants africains. Gare à celui qui va nous résister, il subira le même sort. Je vais vous montrer un extrait des vidéos sur lesquelles lui-même il revient sur les faits en faisant de graves révélations. Mais surtout des révélations très choquantes. Comment ils ont déstabilisé, bombardé un pays souverain. Non seulement il le fait avec beaucoup de paternalisme et de mépris, mais il va plus loin. Comment est-ce qu'ils ont déjà planifié leur stratégie pour avoir la même mise sur certains États africains? En l'occurrence, la Côte d'Ivoire et les autres pays, bien sûr. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui qui est en train d'affirmer cela dans cet extrait des vidéos que je vais partager avec vous. Si tu es un Africain conscient et que tu regardes cet extrait des vidéos, ça ne te choque pas, c'est que tu as un problème. Tu dois revoir ta santé mentale. Qu'au 21e siècle, on entend encore des gens penser comme ça sur notre Afrique ou sur notre avenir. Il y a un gros boulot à faire. Et toi aussi, tu as le tien à faire. Mais avant, regardons cette vidéo. On se retrouve après. Partage la leçon de vie qu'il y a derrière. Je te prie tout simplement de liker. Vas-y, like, ça coûte rien. Merci. Au moins, c'est la seule chose que vous pouvez nous faire pour nous aider. Et partage autour de toi pour que les autres aussi puissent tomber sur cette vidéo. Écoutons. Il y a une chose dont je me souviens très bien, où j'ai pas appelé à l'aide, mais où je me suis tourné vers lui. C'était à la fin de la crise en Côte d'Ivoire, en 2011. Vous vous souvenez de cette affaire-là? Gbagbo avait refusé le résultat des élections, il y avait des mercenaires partout dans Abidjan, et on avait reçu l'ordre confirmé par les Nations Unies de faire arrêter les massacres que perpétraient les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo, qui est Adjamé, dans le quartier d'Adjamé, qui est un quartier qui est plutôt peuplé par des gens du Nord, etc. Et donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles Hot, plein de missiles Hot, des missiles qui tirent à 4 km. Des hélicoptères pour ceux qui connaissent. Des hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Et donc les ordres, j'étais chef du CPCO, et donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire toutes les capacités militaires de Gbagbo. Donc, ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient. Enfin bon, ça a été quand même assez exceptionnel. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé. Et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, là, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara, qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Et donc là, j'ai donné l'ordre au général qui était sur place d'y aller à pied. C'est quand même difficile, hein. Entre tirer à 4 km sur un objectif et puis fouiller tous les carrefours, toutes les haies, etc. Et donc ça a été très dur. Ça a été très dur parce qu'on avait du mal à se comprendre, parce que lui trouvait que c'était une mission qui était extrêmement exigeante. Et donc je lui dis, mais c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire. Parce qu'il est hors de question que l'armée française tourne le dos, fasse demi-tour face à une bande de mecs en claquettes, etc. Et donc voilà, ça a été compliqué. Ça a été un ordre. Plus celui qui commandait était un bon camarade. Et ça a été très compliqué. Et je dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis ça faisait moi aussi 3 ou 4 nuits que j'avais pas dormi parce que je regardais un peu tout ce cinéma là. Et donc je dis à mon adjoint, je rentre chez moi, je vais prendre une douche, je dors 2 heures et je reviens. Et en partant, j'ai intercédé en disant, mais est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que vous m'avez donné le discernement de prendre la décision? Est-ce que j'ai bien pesé ce que je faisais courir comme risque aux soldats français, etc., etc., etc. Autant vous dire que si j'ai pris une douche, j'ai pas dormi. Et 1 heure après, je suis revenu avec la tête dans les épaules. Le CPCO, il fallait descendre sous terre avec la tête dans les épaules en me disant mon Dieu, aide-moi ou mon Dieu, pardonne-moi. Et quand je suis arrivé, pas un soldat avait été blessé et Gbagbo avait été fait prisonnier.
Donc oui, je remets mon treillis de sous-chef ops de l'état-major d'armée. C'est quel appui GEOS pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne vais pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble. La troisième chose, elle a été dite, c'est que finalement, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il ne faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique on va vous fournir que des pneus gauches de camion, si jamais il en faut un pneu gauche et un pneu droit. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense qu'un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers, on a des gens qui sont très bons dans les métiers, c'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle n'est pas tant dans le matériel, elle n'est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question, quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer, je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinationaux de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité
d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Je vous épargne du reste. Je vous épargne du reste. Je partagerai l'intégralité sur ma page. Vous pourrez la suivre. Si tu es un Africain conscient, pour ne pas dire un Ivoirien, et que tu écoutes comment quelqu'un s'assoit depuis chez lui en Occident, décide le partage de l'Afrique et de façon principale la Côte d'Ivoire. Si tu es un Africain conscient, pour ne pas dire un Ivoirien, tu écoutes ça, ça ne te dérange pas, tu dois avoir un problème. Tu dois avoir un problème avec ta santé mentale. Parce que quand on écoute ça, on voit comment ils ont déjà repartagé l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. Et ils ont défini ces différentes Afriques-là. L'Afrique des opportunités, l'Afrique des risques, l'Afrique des gisements, l'Afrique des flux commerciaux. Comment est-ce qu'ils feront pour avoir la main mise là-dessus? Il va plus loin quand il parle de la Côte d'Ivoire. On pourrait se faire demander. Quand tu dis tu pourras te faire demander, ça veut dire quelque chose t'appartient déjà. Pour la rendre de façon formelle devant les gens, tu te fais demander encore à toi-même si jamais tu peux exercer d'une manière ou d'une autre. Comprenez ce que ça veut dire. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans l'une de ses, dans son entretien, disait on ne peut pas lui dire qu'il n'existe pas de bureau à Abidjan des services secrets français dont l'objectif c'est de déstabiliser le Sahel. Il vient de le confirmer. On pourrait être là, être de plus en plus invisible parce qu'on ne mettra pas forcément des tenues militaires françaises. Le fait de dire qu'on ne mettra pas forcément les tenues françaises, ça veut dire quoi? On pourra mettre d'autres tenues. L'objectif c'est de tromper la vigilance des gens. Mais ils sont toujours là. Quelqu'un disait quand ces gens décident de partir de chez vous, ils ne partent jamais de façon définitive. Ils sont toujours là. En début, vous avez écouté comment ce général se vante d'avoir bombardé la résidence de Laurent Gbagbo avec un mépris qui ne dit pas son nom, paternalisme. Et ça, c'est en complicité avec le Nord. Parce qu'il dit en réalité, l'objectif c'était de faire avancer les forces du Nord pour attraper Laurent Gbagbo et installer Ouattara. Donc voilà quelqu'un qui parle comme ça d'un pays indépendant, d'un pays souverain. Indépendant, on va dire, entre un griffe indépendant. Mais il parle d'un pays souverain. Quelqu'un s'asseoir comme ça. Il parle de la décision d'un pays comme si c'était une épicerie et de l'avenir des millions de personnes. En tant qu'Africain aujourd'hui, c'est ce genre de discours qu'on ne veut plus entendre, qu'on ne veut plus écouter. Parce qu'on n'acceptera plus qu'ils se servent des nôtres. Parce qu'il va plus loin en disant que pour mener à bien ces missions-là, ils auront besoin des réseaux locaux. C'est quoi ces réseaux locaux? C'est les soi-disant opposants qui vont créer des manifestations qui n'ont ni tête ni queue parce que l'objectif c'est de discréditer l'État qui est en place et dire que la population s'est révoltée, c'est la société civile, c'est tous ces gens-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez depuis l'accession à la magistrature suprême des 3 États de l'Alliance des États du Sahel, il y a eu combien de tentatives de coup d'État? Soi-disant les opposants qui instrumentalisent la population pour dire levez-vous et manifestez, il faut qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Mais l'Ukraine qui est à côté là, ils ne disent jamais à l'Ukraine qu'il faut qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. Parce que là-bas, ils estiment qu'ils sont en guerre. Dans les nôtres aussi, ils sont en guerre. C'est ce même discours qu'ils tiennent tous les jours avec les soi-disant opposants qui n'ont jamais rien fait pour le pays, qu'ils instrumentalisent pour vouloir déstabiliser nos États. Voilà la triste réalité de ces gens-là. Mais une chose est sûre, la nouvelle génération africaine a pris conscience. Ce n'est plus la même. Ce n'est plus la génération de nos parents qui ont commis des erreurs. Cette génération est davantage décomplexée. Elle s'instruit, elle se cultive, elle l'observe, elle a sa capacité à elle de faire sa propre analyse et en tirer des conclusions. Mais qu'ils s'asseyent chez eux, dans un bureau, décider comment partager l'Afrique. Ou encore un pays assez spécifique, la Côte d'Ivoire, qui est, je vais dire quoi, qui est le berceau, ou bien le centre même, ou bien le poumon de l'Afrique de l'Ouest. Ça craint. Si toi, ça ne te dérange pas, quand tu écoutes ça en tant que jeune Africain, il faut revoir ta santé mentale. Et une chose est sûre, ils ne se serviront plus des nôtres pour continuer à nous retarder, à nous sacrifier ou à nous déstabiliser. Tous ceux qui vont être contre ce vent de liberté qui a soufflé sur notre continent seront balayés d'une manière ou d'une autre. Qu'ils le veulent ou pas, notre continent sera libre. Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Ils ont aujourd'hui conscience que leur survie ne dépend que de l'Afrique en ce moment. Et pourtant avant, avec mépris, ils disaient qu'ils n'avaient plus besoin de l'Afrique. C'était les pays les plus pauvres. Comment c'est les pays les plus pauvres? Et aujourd'hui, vous mettez sur place des mécanismes pour la déstabiliser. C'est parce que vous avez tenu un discours en réalité qui n'était pas vrai. L'Afrique n'est pas pauvre. Parce que c'est grâce à elle que vous vivez. La réalité,
c'est celle-là, c'est celle qui dérange. Ils ne veulent pas l'affirmer. Mais on n'a plus besoin qu'ils affirment parce qu'ils n'ont jamais rien affirmé. Mais nous connaissons nous-mêmes la vérité. Toi aussi, tu la connais. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je me ferai moi aussi le plaisir de te lire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!